Premier carnet, Providence. Tu rêvais d'être libre, et je te continue. Paul Éluard. Nous avions à peine 20 ans et nous rêvions juste de liberté. Voilà au mot près la seule phrase que j'ai été foutu de prononcer devant le juge, quand ça a été mon tour de parler. Je m'en faisais une belle image, moi, de la liberté. Un truc sacré presque, un truc dont on fait des statues. J'ai pensé que ça lui parlerait. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression de voir nos libertés s'abîmer, comme un buisson auquel on fait rien que de couper les branches, pour son bien. J'ai le sentiment que, chaque jour, une nouvelle loi sort du chapeau d'un magicien drôlement sadique pour réglementer encore un peu plus nos toutes petites vies et mettre des sens interdits partout sur nos chemins. Quand je pense aux histoires que me racontait Papy Gallo sur mon enfance, des belles histoires, de gosses aux genoux écorchés rouges, je me dis que ça pourrait plus arriver aujourd'hui, parce qu'il est devenu interdit de faire ci, interdit de faire ça, interdit d'aller ici, interdit d'aller là. Le passé, c'est comme un paradis perdu où tout était permis, tout était possible, et puis maintenant plus rien. Nous avions à peine 20 ans et nous rêvions juste de liberté. Ça l'a pas beaucoup ému le juge, c'est vrai, qu'avec les accusations que j'avais au-dessus de la tête, l'émotion, elle n'était pas du bon côté. Peut-être que s'il avait connu toute l'histoire, toute cette satanée histoire, la sentence aurait été moins lourde, mais les juges ne sont pas là pour entendre toute l'histoire, n'est-ce pas? Alors à vous maintenant, je veux tout raconter, tout. Je m'appelle Hugo Félida. Je suis né à Providence au sein d'une famille de type vachement modeste et la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est de rencontrer les 3 mauvais garçons qui sont devenus mes meilleurs amis. De mon enfance, je garde presque aucun souvenir et je pense que c'est pas plus mal par ailleurs. Dans la brume, je revois vaguement des temps difficiles, tristes parfois, des coups de poing dans le ventre, la faim, dedans pareil, et puis ma petite sœur qui est morte et qui s'appelait Vera, fauchée comme ça, d'un coup par une moto dans la grande rue alors qu'elle tenait ma mère par la main. Quand on m'a annoncé qu'elle était partie, j'avais 6 ou 7 ans, je sais plus. Je me suis cachée dans un coin sombre de la maison et la famille qui était tout autour a cru que je pleurais beaucoup, mais en vérité, je m'étais mis dans l'ombre pour pas qu'ils voient que justement je pleurais pas. Ma petite sœur était morte, je savais bien que c'était triste. Je voyais ma mère qui ne tenait même plus bien debout, mais moi j'arrivais pas à pleurer. J'avais beau écarquiller les yeux de toutes mes forces pour activer le bidule, mince, j'arrivais pas à chialer. Ce jour-là, je me suis dit que je devais pas être normale, que j'avais sûrement quelque chose d'un peu dégueulasse à l'intérieur de moi. Le jour de l'enterrement, presque toute la ville était venue dans l'église de la place des Grands Chênes, avec le murmure du drame. Le curé avait laissé le cercueil grand ouvert pour bien qu'on voit comment c'est moche une petite fille qui est morte. Mes parents lui avaient mis des chaussures rouges vernies comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz, sauf qu'elles étaient trop grandes. Alors ça se voyait que c'était pas les siennes. Et moi, ça m'énervait qu'on ne veuille pas lui mettre ses vrais souliers, à ma petite sœur. Ces petits souliers bien usés qu'elle portait le jour de l'accident. Ça m'énervait, et c'est peu à peu près le seul souvenir de mon enfance lointaine. Au final, c'est un peu comme si, pour de vrai, j'étais née à l'adolescence. Je suppose que Providence était une petite ville comme il en existe un paquet d'autres, et que notre histoire aurait pu arriver n'importe où ailleurs, mais c'est bien à Providence qu'elle a commencé, et c'était l'année de mes 13 ans. Providence était, elle restera sans doute toujours une petite ville tranquille, qui était enrichie à l'époque des grandes usines crasseuses, et puis qui s'était appauvri après à cause du progrès et de l'indifférence avec, et ça laissait partout de grandes maisons mal entretenues qui foutent les chocottes au milieu des fumées de charbon. Coincée entre les marais de l'ouest, la voie ferrée à l'est, les usines au nord et la forêt au sud, elle risquait pas de grandir un jour. Tout ça laissait 6000 types un peu inachevés qui survivaient dans une région de plus en plus sinistrée, pleine de chaleur humide et de vent qui rend fou. Et puis ces rangées de maisons et d'arbres tous pareils, ça faisait pas bien de perspective. L'humidité, moi, elle me sortait par le nez. Et les gens, ils me sortaient par les yeux. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de me tirer de là. Merci. Mon paternel, c'était un petit costaud qui parlait pas beaucoup, et c'était pas plus mal parce que quand il parlait, ça faisait sortir toute la colère qu'il avait dedans. Il travaillait dur, comme son père avant lui, dans le haut fourneau de Providence, près des étangs de Carmel, pour fabriquer de la fonte qui sert ensuite à faire de l'acier. Passer des heures à faire chauffer le coq aux ouvriers, ça leur filait des brûlures dedans,
dehors, des maladies des yeux, des phlegmons, tout un tas de trucs dégueulasses que les patrons attrapent jamais. Le soir, quand il rentrait, mon père, il avait la gueule aussi noire que ses pensées. Il mettait les pieds sous la table et il commençait à mâcher bruyamment sans rien dire. On aurait dit qu'il en voulait à la terre entière par principe. Ma mère, elle travaillait pas pour de vrai, comme on dit, et ça lui laissait pas mal de temps pour penser à ma petite sœur qui était morte et pour boire aussi. Comme elle avait un peu honte, elle planquait des bouteilles partout dans la maison et elle les vidait en cachette. Ma parole, un jour, j'en ai même trouvé une qui était enterrée dans le jardin comme un os de clébard. Et quand elle avait plus de quoi en acheter, elle s'enfilait de l'alcool à 90 dans l'armoire à pharmacie. Et je crois que, pas que ça, devait aider beaucoup la tristesse. N'empêche, le soir, presque tous les soirs même, j'avais droit au sermon maternel. J'écoutais sans rien dire les hurlements de ma mère qui me faisait la morale, me disait que j'étais un mauvais fils, que je lui donnais les cheveux blancs sur la tête, que j'étais pas un bon chrétien, que ma petite sœur aurait sûrement fait mieux que moi, et puis après elle disparaissait, elle s'envoyait des sacrés lampées de vodka. Même si ça non plus, ça devait pas être vachement recommandé par la Bible. Après m'être fait renvoyer du lycée public en plein milieu d'année parce que je parlais beaucoup avec mes mains dans la gueule de mes camarades, mes parents désespérés avaient vidé l'épargne de toute une vie pour m'inscrire de force dans le lycée privé de Providence. Celui avec de bons petits chrétiens dedans. Ma mère disait que c'était pour moi mon bien, que c'était pour mon avenir, pour avoir une belle situation, et ce genre de promesses, mais pour moi, je peux vous dire que c'était une sacrée mauvaise nouvelle. Devoir fréquenter des gamins huppés de la ville, ceux à qui, quelques semaines plus tôt encore, je jetais des marrons quand ils passaient sous le pont de la rue des Grands Champs, et subir leur catéchisme 2 fois par semaine, foutre Dieu, ce n'était pas une promesse, c'était une punition. Ma mère, à l'époque, elle faisait une sale peine à voir. Sur les vieilles photos, elle était belle pourtant, toute fine, toute gracieuse, avec des grands yeux verts pleins de sourires. Dans sa chambre, près du lit, il y avait même une coupure de presse jaunie encadrée, où on la voyait à 16 ans défiler avec une couronne sur un char place des Grands Chênes. Comme elle avait gagné le prix de beauté de Providence, et puis après la mort de Vera, elle s'était mise à grossir drôlement, à s'en le dire un peu esprit avec l'alcool et les médicaments qui la rendaient toute bouffie, toute rouge. Ses yeux, ils étaient tellement brillants qu'on avait l'impression qu'il pleurait tout le temps. Et c'était tout. Et c'était tout comme. M'inscrire dans une école, c'était devenu une obsession pour elle, comme si me faire devenir un bon petit chrétien, ça aurait pu ramener sa fille. Malgré le coup, mon maternel avait fini par céder, pour avoir la paix sans doute. Le jour où ma mère m'avait traîné jusque dans le bureau du directeur, un certain monsieur Galland, pour le convaincre de me prendre parmi ses ouailles, parce que vous savez, votre lycée, c'est sa dernière chance à mon gosse, et je sais plus quoi faire de lui, avec les larmes dans la bouche, j'avais tout fait pour les décourager. Lui et le Christ en croix décharné qui pendait de manière un peu dégueulasse sur le mur dans son dos. Jean troué, t-shirt sale, gros mots, regard défiant. J'avais sorti le grand jeu, tout ce qui était humainement possible pour couper toute envie au berger de faire entrer le loup dans la bergerie. Manque de chance, ça n'avait pas marché. Le bonhomme devait aimer les défis, ou bien il avait eu pitié de ma mère. La semaine suivante, en plein milieu d'année, je m'étais donc retrouvé tout seul, parachuté dans le centre-ville de Providence, du côté des riches, à l'ombre de l'église où j'avais plus jamais remis les pieds, depuis les souliers rouges vernis de Vera. Ici, tout était petit, mignon, bien rangé, avec des murs en belle pierre bien droite, des rideaux brodés aux fenêtres, des arbres en fleurs le long des rues, et la grande statue du maréchal Machin au milieu de la grande place. Le lycée privé, il ressemblait à un vrai monastère, ma parole, avec la petite chapelle et tout le bazar. Debout dans la grande cour de briques rouges, je me sentais perdu parmi ces gosses de riches bien coiffés, bien repassés, avec leurs foutus mocassins. Merde, alors que je déteste les mocassins. J'étais comme un canard au milieu d'une bande de saloperies de cygnes. Nom d'un chien. Il n'y a rien de pire que les gosses de riches. Ils ont cette espèce d'assurance de force héréditaire, comme si le monde leur appartenait, un monde dans lequel vous ne pourrez jamais venir les déranger. Alors ils ont peur de rien, c'est fumier. Enfin, de presque rien. La seule chose qui fait vraiment peur à un gosse de riche, c'est de se prendre une bonne grosse droite en pleine face. Moi, c'était le contraire. À part distribuer des beignes, je ne savais pas faire grand-chose d'intelligent. Quand le juge m'a demandé pourquoi j'avais toute cette violence en moi, j'ai pas trop su quoi répondre. J'aurais bien voulu lui dire que
dégoûtée parce que mes parents étaient une belle paire de salauds tortionnaires et que j'avais été battue pendant toute mon enfance dans la gueule, mais c'était même pas vrai. Bien sûr, mon paternel m'en collait pas mal dans le genre, mais à l'époque, tout le monde faisait ça. Non, si j'avais toute cette violence à l'intérieur, c'était peut-être simplement parce qu'il y avait de la place. Les premières minutes dans la cour du lycée ont sans doute été parmi les plus angoissantes que j'avais connues jusque-là. Je me voyais déjà crever parmi les fesses bénies, à passer une année entière sans me faire un seul ami, obligé de réciter le Notre Père à la première heure pour me faire ensuite harceler par une armée de professeurs qui ressemblait plutôt à une meute de curés vicelards et de nonnes frustrés. J'avais beau jouer les gros durs, tout seul, dans mon coin, il ne faut pas se raconter d'histoire, je n'en menais pas large. Et c'est là que Freddy est arrivé. Freddy Cerecetto. Je l'avais déjà croisé une ou deux fois dans les rues de Providence, plutôt du côté des mauvais quartiers. Avec 6000 congénères dans le patelin, vous connaissez rapidement tout le monde, ou au moins la sœur ou le cousin germain débile de tout le monde. Lui et son grand frère avaient la réputation d'être les pires bagarreurs de la ville, de sacrés cogneurs. Ils étaient beaux aussi, beaux comme des acteurs de l'époque du noir et blanc, ténébreux, et les filles attendaient d'être sûres qu'on ne les verrait pas pour se retrouver sur leur passage. Mais jurées, elles se retournaient toutes. Leur paternel tenait un garage un peu dégoûtant au nord de Providence, du côté des Marais. Le garage Cerecetto, réparation toute marque, et ça se voyait sous leurs ongles. C'étaient deux petits Rital à la pommade, aux épais cheveux charbon, et à cette époque, les gens se méfiaient des Rital a priori. Les Rital, ils disaient, c'était rien que des voleurs et des menteurs. Quand il y avait cambriolage, tous les yeux se tournaient dardard vers les deux fils Cerecetto. Mais moi, ça me les rendait plutôt sympathiques. Depuis tout petit, j'ai toujours éprouvé une sorte d'attirance naturelle pour les parias, un peu comme de la reconnaissance. Quand il y a un match de boxe à la télé, c'est plus fort que moi, je suis toujours du côté de celui qui s'en prend plein les gencives. Quand il s'est pointé devant moi près du panier de basket où je fumais clope sur clope pour avoir l'air d'être méchamment occupé en attendant la première heure de cours, il faut bien reconnaître que Freddy était habillé comme un parfait petit immigré. Chemise à carreaux et pantalon en velours, aussi étriqués que démodés, qui avaient dû être plus ou moins élégants dans un lointain passé. Quand il avait appartenu à son grand frère, et que sa mère avait dû raccommoder plusieurs fois vu les pièces grosses comme ça au coude et aux genoux. Mais bizarrement, ces vieilles fringues de bûcheron, Freddy, je vous jure, il les portait avec classe. Et j'ai beau ne pas être porté du tout sur la chose religieuse, même la grosse croix en or de bigot qu'il avait autour du cou lui donnait une méchante allure. Alors c'est toi le petit nouveau? À cet instant-là, je me suis dit qu'il allait me mettre une belle rouste, comme ça, pour pain rond, une histoire de marquage de territoire, un rite de passage que devait suivre tout nouvel arrivant, un truc de mâle dominant, j'ai pensé, alors qu'il n'y avait que deux issues possibles. Soit on devenait des ennemis jurés jusqu'à la fin de l'année, soit on devenait des amis promis jusqu'à la fin de la vie. La deuxième solution me semblait avoir un avantage considérable. Devenir son ami, c'était sûrement se mettre à l'abri de pas mal d'emmerdes. Personne ne venait chercher des noises à un ami de Freddy Cerecetto. La légende racontait que ce type mettait jamais deux coups de poing. Tous les gugus qui se frottaient à lui tombaient dès le premier. Pourtant, il n'avait rien d'une armoire à glace, c'était juste un petit nerveux tout sec, tout rigide, et sa force, il devait la tenir de la colère qu'on devinait entre les deux billes noires qu'il avait à la place des yeux. Mais comment devenir l'ami d'un type pareil? Il paraît que quand un loup vous mord, il faut le mordre aussi sec, pour lui montrer qu'on est de la même espèce et ça force le respect. Ouais, faut croire, je lui ai dit. Il a hoché la tête sans que je puisse deviner ce que ça voulait dire, et puis il m'a regardé de haut en bas, comme on regarde une mule avant de l'acheter le dimanche sur le marché aux bestiaux. Tu aimes le rock, on dirait. Je portais ce vieux t-shirt troué d'un groupe qui n'était déjà plus à la mode à cette époque, mais dont j'écoutais religieusement les disques tous les soirs dans la petite roulotte où je crêchais derrière la maison de mes parents plutôt. Ah ouais? Et tu t'y connais vraiment? Il avait lancé ça sur un air de défi, comme s'il me soupçonnait de pas vraiment savoir de quoi je parlais et de porter ce t-shirt simplement pour me donner un peu de consistance. Il y a beaucoup de gosses qui font ça et qui n'y comprennent rien, un peu comme de porter un t-shirt de Che Guevara le lundi et de Coca-Cola le mardi. Mais moi, en vérité, j'étais capable de réciter par cœur le nom de tous les albums de tous les groupes de rock que la Terre avait connus depuis que cette musique existait, ce qui fait une paix quand même.
Bordel, j'étais même capable de faire la liste de tous les musiciens successifs, les remplaçants, les producteurs, les managers et même les noms des petites copines dans les remerciements. J'étais pas bien fort en maths, c'est sûr, mais en rock, j'étais un tueur en série. Assez, ouais. Il a fait une grimace dubitative et puis d'un air là. Moi, je dis que t'es qu'une petite fiotte et que t'y connais que dalle. Dans ces moments-là, on réfléchit pas. Réfléchir, c'est mourir. Je lui ai flanqué une baigne. Évidemment, au moment où mon poing s'est écrasé sur le menton de Freddy, serré et tout, je me suis souvenu que j'étais en train de taper sur l'un des plus gros castagneurs de la ville. Mais c'était une question d'honneur. Quand on n'a que ça, on plaisante pas avec l'honneur. Ça m'a aussi permis de découvrir de première main que la légende selon laquelle Cerezetto ne mettait jamais de coups de poing était un peu surfaite. Il m'en a collé 3 avant que je m'écroule. Une demi-heure plus tard, après qu'une grosse bonne sœur infirmière puant la sueur m'avait soigné le nez, qui était salement amoché, nous étions tous les deux dans le bureau de Monsieur Galland pour une séance de remontrance gratuite avec réduction pour les familles nombreuses. La première d'une longue série. Soit vous me dites qui a commencé la bagarre, soit je vous colle tous les deux. Il nous a collés tous les deux. Alors que j'étais sur le point de sortir du bureau, le directeur m'a retenu par l'épaule. Et je ne veux pas voir ce genre de t-shirt dans mon établissement, jeune homme. Vous n'avez pas lu le règlement? Vous n'êtes plus dans le public, Hugo. Collez-vous bien ça dans la tête. Quand le lendemain matin, Freddy m'a vu arriver dans la cour avec le même t-shirt que la veille, j'ai compris dans son regard que je venais de marquer des points. Le prix à payer pour ce morceau de bravoure rebelote restait de nouveau dans cette vieille tôle rouge 1 heure de plus. Dès le deuxième jour, je me suis emmerdé sévère. Ce soir-là, enfermé tout seul dans la salle de colle, sur la table au compas, et par principe, j'ai quand même gravé Monsieur Galland est un gros moule à merde, ce qui n'était pas loin de la vérité. Quand je suis partie du lycée sur le coup de 6 heures, alors que tout le monde était rentré chez soi depuis longtemps, Freddy Cerezetto était là, appuyé contre un mur sur le trottoir d'en face, à fumer une cigarette avec une classe d'enfer. Il m'a fait signe de traverser. T'as pris un abonnement? Ouais. Pourquoi t'as pas dit au dirlo que c'était moi qui avais commencé la bagarre hier? J'ai haussé les épaules. C'était entre toi et moi. Mon cul, a-t-il dit en ricanant. T'avais surtout peur que je te mette une deuxième branlée, hein? Tu veux qu'on remette ça pour voir? J'ai balancé ça sur le ton de la plaisanterie et j'espérais très fort que la nuance lui avait pas échappé. En vérité, j'étais pas trop partant pour me prendre une nouvelle rouste. Heureusement, Freddy a souri. Demain, t'as qu'à venir une demi-heure avant les cours dans le kiosque à musique derrière le bahut, je te présenterai les autres. Je me suis gardé de lui demander s'il n'était pas un peu cinglé de se lever volontairement une demi-heure plus tôt le matin, et j'ai hoché la tête. Je voulais bien rencontrer les autres. Le lendemain matin, je me suis levé à l'aube et je me suis mis en route à l'heure où les ouvriers sortaient de leur maison de bois blanche, toutes les mêmes, pour aller se détruire les poumons vers le haut fourneau. À l'extérieur de la ville, le quartier où on habitait, le long de la voie ferrée, on appelait ça l'enclave, et c'est là qu'on avait logé toute la main-d'œuvre pour les usines dans le temps. Comme la moitié avait fermé, ça faisait pas mal de chômeurs et de maisons abandonnées alentour. Les métallos, je les voyais le matin qui faisaient leur mine sombre comme mon père en montant dans leur automobile, mais ce matin-là, moi, pour la première fois depuis très longtemps, j'étais content de m'être levé. J'y avais pensé toute la nuit. Pour rejoindre le centre-ville, je devais traverser à pied toute l'enclave. Ça faisait un décor un peu triste qui se répétait partout pareil, avec de vieilles balançoires en ruine, des clôtures défoncées, des volets de travers et des gros blocs de climatisation bien coballants qui semblaient ne plus tenir aux fenêtres que par une ou deux vis bien rouillées. Mon sac en toile sur l'épaule, je suis passé par les raccourcis que je connaissais par cœur, entre les vieilles baraques, les bagnoles abandonnées dans les allées, et puis j'ai remonté les avenues pleines de poussière de charbon, bordées d'arbres tous morts, avec les bancs en bois sur lesquels personne ne venait plus jamais s'asseoir. Et je me suis dit que c'était pas possible de vivre là-dedans toute une vie à cause de la misère sociale. Derrière moi, j'entendais les trains de marchandises qui passaient sur la voie ferrée. Plusieurs fois, je me suis imaginé en train de grimper là-dedans pour aller me faire vendre ailleurs. Quand je me suis retrouvé soudain dans le centre-ville, avec mes habits qui disaient bien que j'étais pas ici chez moi, j'ai pas su m'empêcher d'avoir un peu honte, alors ça a mis la colère dedans. À 7h30 tapante enfin, mon nez en chou-fleur et moi, on est arrivés devant un fameux kiosque à musique qui se dressait en face de la place des Grands Chênes. Entre l'église et le lycée, cette bâtisse en fer forgé toute seule sur le grand air plein de sable, on aurait dit une vieille carte postale délavée. Tout est toujours un peu jaune et marron à Providence. S'il ne faisait pas aussi chaud, on dirait que c'est tous les jours l'automne, un vieil automne hier.